Eh bien, le bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est le dernier jour de la semaine de la revue Les Grandes Unes et c'est la dernière édition de la semaine, justement, donc avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Et la presse, qu'est-ce qu'elle nous propose? Découvrons ensemble la nouvelle expression par la crise anglophone, comment le Social-Democratic Front a bloqué l'Assemblée nationale, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, le groupe parlementaire du principal parti de l'opposition menace d'empêcher la tenue des travaux dans la chambre basse du Parlement durant toute cette session de novembre. L'honorable Jean-Michel Nithieu explique d'ailleurs les contours de cette action historique. Le ministre Grégoire Ouona tente de négocier. Ça découvrit en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle de la taxe foncière. La présidence court-circuite d'ailleurs INEO. Le secrétaire général de la présidence de la République a demandé de supprimer la collecte, bien entendu, de la taxe sur la propriété foncière par l'entreprise de distribution d'énergie électrique, c'est INEO notamment. Donc c'est à lire en page 4 du journal. On parle aussi de l'élection 2018. Ce qu'il faut pour l'alternance au Cameroun, des hommes politiques, des leaders de la société civile et bien entendu des citoyens lambda ont d'ailleurs échangé à ce propos à Douala. C'est en page 6 du journal. Et on parle aussi de la crise des migrants. L'ambassade de Libye explique. Mohamed Kiroumi a d'ailleurs commandé, ou tout au moins commandé le traitement des Africains, ou tout au moins il estime que ce n'est pas normal ce qui est arrivé aux Africains, bon, tout en accusant bien sûr l'Occident d'avoir contribué au pourrissement de la situation. C'est en page 2 de ce même numéro, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal L'Œil du Sahel parle du Mayo-Kani Ouest avec les Pierres qui règle ses comptes dans le RDPC. Il estime que Tikela Kemon, qui est également son frère et son frère de parti aussi, n'est pas sérieux, il n'aime pas le RDPC. C'est ce qu'on peut lire en page 3 du journal, qui s'intéresse également à l'Assemblée nationale avec le Social-Democratic Front qui a bloqué la plénière, en page 5 du journal, disponible aussi ce matin. Et puis Détective s'intéresse à la gouvernance locale, le financement de la décentralisation préoccupe le gouvernement. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal, disponible dans les kiosques aujourd'hui. Il y a également le quotidien de l'économie qui parle également de gouvernance, confusion autour de la loi des finances 2018 entre les fuites de l'avant-projet sur les réseaux sociaux, bien entendu les griefs même du GICAM et également les instructions de la dernière minute venant des tout dit, le budget de l'État. Il y a eu également un ballottage permanent. Aujourd'hui, on le constate d'ailleurs dans le quotidien de l'économie de ce matin, qui s'intéresse également aux accords de partenariat économique avec le Cameroun, vus par l'Union européenne. C'est un autre sujet à découvrir dans ce numéro. Le journal Émergence est également disponible, le quotidien. Bilingue parle donc de la décentralisation avec Akelemuna Kiwans, donc avec aussi cette situation qui concerne notamment la décentralisation avec un travail dossier à lire donc de la page 10 à la page 11 du journal. Le journal s'intéresse sur le résultat du concours d'entrée à l'ENAM. Linus Toussa Mindiana, l'insubordonné, c'est une question, mais 14 experts se prononcent sur la question. C'est à lire dans le journal Émergence de ce matin, qui parle également de l'Assemblée nationale avec le Social-Democratic Front qui malmène le RDPC. C'est ce que dit le journal Émergence. Le journal Mutation, qui parle de l'élection 2018, parle le parti d'Hercule de Paul Biya, 50 milliards de francs CFA budgétisés donc pour l'organisation d'au moins un scrutin au Cameroun dans un contexte politique et économique difficile, donc c'est à lire en page 9 du journal, le journal qui est donc disponible dans les kiosques ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, à autre actualité, parlant du Social-Democratic Front qui paralyse l'Assemblée nationale. C'est en page 8 de ce numéro. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver Cameroun Tribune qui parle donc de Haro sur un scandale, commerce donc des migrants, avec tout le dossier que le journal propose, comment la Libye en grande partie transformée en zone donc de non-droit, et bien sûr toutes les exactions que l'on a pu observer et aussi les tripatouillages qui sont faits pour ramener la sérénité dans ce pays. C'est le travail, tout au moins le dossier proposé par le journal 29 et 31, en tout cas dans les pages de ce numéro disponible dans les kiosques. Le journal s'apprête par la couverture sanitaire embellie, perceptible donc autour des infrastructures, parlant notamment sous André Mamafouda. On parle donc de la couverture sanitaire qui permet donc aujourd'hui à chaque Camerounais de bénéficier
bénéficier de certains avantages au niveau des hôpitaux, mais c'est un travail encore de longue haleine qu'il faudra d'ailleurs mettre en place. C'est une structure et un processus qui va donc aboutir, on l'espère bien, avec le travail qui est fait par le ministre de la Santé publique. Le journal s'intéresse donc à ce sujet, il s'intéresse également à Joseph Bétier-Assomon, la révolution silencieuse, c'est comme ça qu'il le qualifie, et donc c'est à lire dans ce numéro disponible. Voilà ce que la presse propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Georges Sémé, bonjour. Bonjour à vous, M. Longo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Voilà, bienvenue. Avec vous, nous allons commenter quelques sujets. Et en face, il y a le papy de la presse. Camille, bonjour. Flavien Longo, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais je voudrais ici commencer par faire preuve d'empathie et d'adresser mes condoléances au sénateur Thomas Taboyoum, qui a perdu son épouse hier soir dans des conditions assez difficiles. Alors qu'il était à l'Assemblée, son épouse est décédée à la maison des suites d'un arrêt cardiaque. C'est un fils d'Aïdo, je suis d'Aïdo, donc j'en profite ici pour lui adresser ma sympathie émue. Voilà, merci. Alors, donc, l'Assemblée nationale en parle justement avec la crise anglophone, le social-démocratique front qui a bloqué la session, clairement. On a vu des mouvements, des you-you et autres pour manifester parce que un point manquait à l'ordre du jour, le point concernant la crise anglophone. En effet, c'était un spectacle extraordinaire, comme nous ont souvent livré les assemblées nationales d'autres pays, par exemple la Russie ou alors les pays de l'Europe de l'Est, mais cette fois-ci on a vécu ça au Cameroun en direct, et avec la vitesse d'exécution des réseaux sociaux et la mobilité très rapide de nos confrères, on a vécu tout ça en direct. Vous avez fait bien de faire remarquer que c'est la crise anglophone qui a empoisonné, qui a provoqué même cette attitude du SDF, et rappeler également que le président de l'Assemblée nationale avait déjà été informé par une lettre qui a été adressée par le président du groupe parlementaire SDF, M. Joseph Banadiem, a été adressé au président de l'Assemblée nationale disant que, effectivement, ce jour-là, il allait avoir une sorte de débrayage si la question de la crise anglophone n'était pas évoquée. Et ça a effectivement eu lieu. Un spectacle étonnant, mais il faut quand même admirer le courage et l'opiniâtreté des élus SDF qui, comme ça n'a pas encore eu lieu par le passé, ont eu quand même ce courage de se lever, chanter, entamer un son dissonant de ce qu'on a l'habitude d'écouter et paralyser complètement le déroulement de cette session qui était, faut-il le rappeler, qui était chargée pour l'adoption de la loi de règlement. La loi de règlement a été adoptée et par le seul président de l'Assemblée nationale, voilà, qui disait et il adoptait cela. Voilà, il a adopté, mais bon, il a conformément à ses prérogatives, interrompu la session parce qu'il y avait déjà ce trouble que vous avez évoqué. Je crois que c'est un acte courageux de la part des élus SDF qui veulent, par cet acte, interpeller l'Assemblée nationale et l'État tout entier afin pour que la question anglophone soit ramenée dans l'hémicycle. Alors, on l'a vu, donc il y a un certain journal, en tout cas d'autres journaux qui estiment que l'Assemblée nationale, le RDPC, a fui le SDF et a abandonné l'Assemblée nationale à ce parti politique, ces députés du Social Democratic Front. C'est tout simplement déplorable. C'est déplorable parce que ce genre de spectacle, le RDPC aurait pu l'éviter. D'abord parce que le président de l'Assemblée nationale était informé que ce jour-là, effectivement, les députés allaient s'exprimer par un mouvement d'humeur si la question anglophone n'était pas à l'ordre du jour. Et d'un et de deux. Moi, je pense que si les gouvernants de ce pays, cessaient de se comporter comme s'ils géraient l'éternité et comme si on va toujours attendre qu'ils veuillent ou qu'ils daignent régler le problème de ce pays un jour à leur heure et à leur moment. Moi, je pense que c'est très très dangereux. Cette réaction du SDF devrait tout simplement nous faire comprendre que les choses commencent à bouger et peuvent même bouger de façon beaucoup plus brutale que cela. Parce que jusqu'à présent, on n'avait encore jamais vu cela. Il est vrai que dès le début, on a vu le SDF commencer d'abord par boycotter l'ouverture, la séance d'ouverture, mais ensuite, ils savaient très bien, si les gouvernants de ce pays étaient des gens qui prévoyaient, comme
doivent l'être ceux qui gouvernent, parce que gouverner c'est prévoir. Ils auraient dû infiltrer le SDF, ils auraient dû savoir que le SDF était décidé à aller jusqu'au bout à beaucoup de cette assemblée si le problème anglophone n'était pas prévu à l'ordre du jour et d'heure. Et de deux, pourquoi occulter justement ce sujet? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi faire semblant de le mettre de côté et faire comme si rien ne se passait au Cameroun? Et alors il y a ce problème qui reste latent, il y a ce problème qui reste entier, il y a ce problème qui n'attend que le dialogue. Et ce dialogue-là, il n'y a aucune perspective de dialogue jusqu'à présent. Alors, que les députés de l'SDF se soient illustrés par cet acte, il faut le dire, courageux. Et moi, je pense que cela démontre qu'en face, il n'y a toujours pas de réflexion. Les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens veulent agir comme ils veulent et autant ils veulent. Moi, je pense qu'il aurait été intelligent, par exemple, pour le président de l'Assemblée nationale, de dire que oui, c'est vrai, il y a le problème anglophone. Cette session est une session qui est spécialement réservée au budget, à l'examen du budget, mais seulement nous allons entamer le problème de la question anglophone parce qu'il faudrait bien qu'on en cause, qu'on en parle et qu'on voit comment sortir de cette situation et peut-être même qu'on voit comment engager le dialogue. Parce qu'on parle de dialogue, tout le monde parle de dialogue, mais le RDPC parle de dialogue, les gouvernements parlent de dialogue, mais en face, on ne voit toujours rien du dialogue. Alors, on a vu également, selon le journal, le négociateur du jour qui n'est autre que Grégoire Ona, mais qui s'est vu, en tout cas, qui n'a pas réussi à ramener à la raison ces députés du Social-Démocratique Front. L'ambiance était très surchauffée et la présence ou alors l'entregent de M. Grégoire Ona n'aurait pu rien changer. Faut-il le rappeler, l'attitude des élus du SDF est en conformité avec les résolutions du NEC du 28 octobre 2017 où le chairman avait non seulement demandé aux parlementaires, pas seulement aux députés, mais aux parlementaires de regagner l'hémicycle, ce qu'ils ont un peu violé lorsque il y avait l'ouverture de cette session. Mais ils sont revenus à la raison en réintégrant l'hémicycle, mais en respectant les recommandations du NEC qui s'est tenu le 28 octobre 2017, à savoir demander à ce que la question anglophone soit effectivement mise en débat à l'Assemblée nationale, demander à ce que tous les membres du gouvernement qui se sont comportés comme des pyromanes avec des discours incendiaires soient traduits devant les tribunaux, mais demander également qu'une commission parlementaire qui va donner toute la clarté sur ce qu'ils ont appelé des atrocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest soit mise en place. Donc c'est en droite ligne de ces recommandations que le SDF a posé cet acte. Et bien entendu, M. Kavaye Djibril était informé de cette situation le 22, c'est-à-dire avant même le déclenchement de cette fronde de l'opération Bloc. Donc moi je pense que, comme l'a dit le doyen, c'est une opération courageuse. On espère simplement que ce son sera écouté du côté non seulement de l'Assemblée nationale, mais aussi par l'État qui devrait impulser ce dialogue. Mais malheureusement, on s'interroge s'il y a cette volonté politique d'entamer ce dialogue. Mais jusque-là, moi, je ne vois rien du tout. D'accord. Alors, c'est à lire dans la nouvelle expression, parlant de la crise anglophone. C'est le grand titre de la nouvelle expression, comment le Social-Démocratique Front a bloqué l'Assemblée nationale. Il y a Émergence qui parle donc de l'Assemblée nationale, le Social-Démocratique Front qui prend en otage l'Assemblée nationale également. Et en même temps, dans l'œil du ciel, on parle de l'Assemblée nationale, comment le Social-Démocratique Front a bloqué donc la plénière. Ce sont des informations que vous pouvez lire en faisant un tour dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de la taxe foncière, vous l'avez évoqué en tout cas, donc avec la présidence qui court-circuite Eneo. On a vu, donc le secrétaire général estime que la présidente de la République fait savoir a demandé d'ailleurs qu'on supprime la collecte de la taxe sur la propriété foncière, qui est d'ailleurs menée depuis quelque temps par la structure en charge de l'énergie électrique. Bien, personnellement, j'ai adoré ce jeu de mots de nos confrères de la nouvelle expression, avec ce titre taxe foncière. Et comme titre de la présidente, court-circuit Eneo, bien évidemment, parce que on voulait passer par Eneo pour prélever auprès des ménages la taxe sur la propriété foncière. Vous savez que ce type de mesure est extrêmement impopulaire et politiquement improductive. Et vous savez que ça rentre dans le budget 2018 et 2018 coïncide avec une année électorale. Certainement, on s'est dit du côté de la présidence et du côté du RDPC qu'une telle mesure impopulaire devait avoir un impact politique négatif sur l'électorat RDPC. Avec ajouté à la crise anglophone, je crois que le RDPC aurait encore perdu quelques voix. Donc, ils ont donc jugé opportun d'écarter cette loi en la remplaçant par d'autres mesures. Certainement, nous reviendrons là-dessus. Très bien. Donc, cette taxe foncière qui faisait déjà, en tout cas, qui allait justement avoir un impact négatif tel qu'évoque Georges Sémé,
il n'y a pas que Eneo, il y a bien d'autres structures qui se sont arrogées, en tout cas, le pouvoir d'insister sur un certain nombre de taxes. Ces structures ne se sont pas arrogées ce pouvoir. Ces structures ont obtenu le privilège de collecter ces taxes et de les reverser à la direction du Trésor. Non, écoutez, c'est une mesure, comme l'a dit Jean-Paul Semé, impopulaire, qui déjà, de toute façon, depuis un certain temps, faisait graisser les dents des retraités, de tous les petits propriétaires, un petit employé qui a réussi à se construire 2 cases en carabote et qui n'arrive même pas à percevoir sa pension. Alors lui, il attend peut-être ses 30 000 francs de loyer à la fin du mois. On lui coupe la taxe foncière sur les frais d'électricité. Vous savez, ce genre de pression fiscale qui consiste à arracher l'argent, aller chercher l'argent partout où il se trouve, moi je dis que ce sont des mesures impopulaires qui vont continuer à exacerber la frustration des gens comme moi. Déjà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, mais on fait tout pour prélever des impôts pour pouvoir gonfler les caisses de l'État d'ailleurs, qui n'utilisent même pas cet argent à bon escient, puisque cet argent lui-même est détourné par ceux qui nous gouvernent. Donc moi je pense que cette mesure prise par le secrétaire général de la présidence de la République relève tout simplement de la simple logique en se disant que voilà les élections qui arrivent, il ne faudrait pas que les gens commencent à nous mettre cette trique de plus sur le dos. Donc on va essayer d'adoucir les choses, d'enlever cela. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont poussé un ouf de soulagement en apprenant que la taxe foncière ne va plus être prélevée sur leur note d'électricité. Très bien, c'est en page 4 du journal de La Nouvelle Expression. Et là on parle aussi dans le quotidien de l'économie, on parle de la loi de la gouvernance, avec la confusion autour de la loi des finances 2018. La plupart des journaux évoquent le sujet. Même La Nouvelle Expression parle également du budget 2018, la loi des finances malmenée. Ça, c'est ce que le titre, c'est ainsi que titre cette actualité dans La Nouvelle Expression. Oui, il y a confusion et cette loi de finances est malmenée également parce que la mouture qui avait été amenée au Parlement, dans les 2 chambres, n'est pas celle-là qui va passer suite à cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République qui demande qu'on enlève dans cet avant-projet de loi de finances 3 mesures. Et ces 3 mesures, je vais peut-être revenir là-dessus. La première concerne la taxe sur la propriété foncière, comme le doyen l'a évoqué, mais il y a également le retrait d'agréments au détriment des PME qui ne respecteraient pas les règles sur la loi sur les incitations des investissements. Donc, pour ceux-là qui ne respecteraient pas ces principes au-delà d'1 an, l'avant-projet prévoyait qu'on leur retire un agrément au bout d'1 an. Il y avait également, en ce qui concerne les droits d'imposition sur le blé dur qui devait augmenter de 5%. Donc, la présidente de la République, à travers le secrétaire général, a jugé bon qu'il faut les retirer et les remplacer par d'autres mesures qui sont des mesures qui permettront non seulement au budget de l'État d'engranger de l'argent, mais également qui ne seront pas impopulaires. Par exemple, l'augmentation de 15 000 francs du droit du thème sur les vols internationaux. Je crois que c'est une mesure qui concerne les riches et qui ne risque pas d'avoir un effet direct sur les pauvres, bien évidemment. Mais il y a également ce volet élection où il y a eu cet accroissement de l'enveloppe qui est consacré aux élections de 30 milliards, qui passe de 30 milliards à 50 milliards. Mais il y a peut-être un revers sur cette disposition parce que les 20 milliards seront encore une fois de plus payés par les contribuables. Mais c'est déjà ça, on est cette fois-ci fixé sur le calendrier des élections. Il y aura élection en 2018, mais les contribuables risquent malheureusement de payer encore de leur poche ces 20 milliards qui constituent l'augmentation de l'enveloppe qui est réservée à ces différentes élections. Alors, la vie va davantage être difficile lorsqu'on commence à lire son parcours un peu la loi des finances, qui est malmenée à l'Assemblée nationale, qui est malmenée en tout cas si on s'en tient au titre de La Nouvelle Expression et en même temps au quotidien de l'économie. Mais écoutez, la vie va être certainement dure puisqu'il faudra beaucoup d'argent à l'État pour organiser les élections. Mais seulement quelles élections? Quelles élections? Parce que va-t-on organiser la présidentielle, les législatives, les municipales et les sénatoriales? Qu'en sera-t-il des régionales? Parce qu'il faut bien se demander, est-ce que d'ici 2018, d'ici à l'élection 2018, on va finir par intégrer la décentralisation et organiser des élections régionales dans ce pays? Parce que si on attend qu'en 2018, il n'y ait que la présidentielle, les municipales, les législatives et les sénatoriales, il faudra donc attendre 2019 pour qu'il y ait des élections régionales.
Ça va faire un gros budget. C'est pour cela que quand les gens disent qu'il y aurait l'élection en 2018, moi je suis très dubitatif parce que je me dis que n'importe comment, avant cette échéance, ou à moins que le président de la République n'ait l'intention d'organiser une élection en 2018, une élection en 2019, moi je pense qu'il est préférable qu'on fasse toutes ces élections d'un seul coup, et pour que les gens soient tranquilles et que les finances ne soient pas à tous les coups sollicitées pour sortir de l'argent pour l'organisation de celle-ci. Seulement, élection en 2018, peut-être, et beaucoup de gens pensent que cette élection n'aura pas lieu en 2018, mais bel et bien en 2019, parce qu'il faudra de l'argent, il faudra qu'on s'organise aussi pour mettre un terme à cette question des élections régionales. Alors, vous parlez de questions, tout au moins l'élection régionale, vous parlez également de la décentralisation. Il y a des détectives ce matin qui parlent de gouvernance locale avec le financement de la décentralisation qui préoccupe d'ailleurs le gouvernement. Je vous invite à lire l'article en page 3 de ce journal. Alors, autre chose aussi que la presse propose, on parle notamment de la crise des migrants avec l'ambassade de Libye qui explique bien sûr, donc Mohamed Kirouni qui a expliqué, qui condamne d'abord le traitement des Africains dans son pays, tout en accusant l'Occident d'avoir contribué au pourrissement de la situation. C'est le moins auquel il fallait s'attendre, c'est-à-dire une sortie de l'ambassade. Et on peut lire également la même chose à la une de Cameroun Tribune qui parle donc de Haro sur un scandale. Oui, c'est un scandale et le tollé général que ça a provoqué explique le fait que tout le monde s'en occupe aujourd'hui, les politiques, et vous venez de citer l'ambassadeur de Libye au Cameroun, mais également les autorités libyennes elles-mêmes, à travers une sortie du ministre de l'Intérieur, et même l'Union africaine également qui s'est prononcée là-dessus. Je crois que c'est un tollé général, c'est un scandale, et les mesures qui devraient être prises pour que ce type de choses n'arrive plus devraient être des mesures concertées et globales. On a déjà vu le gouvernement camerounais qui a mobilisé, qui a affrété en partenariat avec l'organisation des migrants, un avion pour récupérer certains compatriotes en Libye, mais il faut également que la question soit portée au niveau africain, au niveau régional, afin que les mesures soient prises. Mais il ne faut pas toujours pointer un doigt accusateur, comme l'a fait l'ambassadeur, sur l'Europe. L'Europe doit protéger ses frontières, l'Europe doit protéger ses populations, mais également, il faut interpeller les gouvernements de s'occuper de leurs compatriotes, d'abord sur le plan national, mais également lorsqu'ils sont à l'étranger, même s'ils sont partis dans les conditions qu'on connaît, même s'ils sont à l'étranger, qu'il faut les protéger. Donc, cela appelle des mesures globales qui doivent être portées sur le plan africain, afin qu'on présente sur le plan africain des mesures aux Européens, afin qu'il y ait des solutions concertées pour que nos compatriotes, ou alors les Africains, n'aillent plus en aventure, comme on l'a vu en Libye. Il faut mettre sur pied des politiques conséquentes qui retiennent ces jeunes ici. Et l'ambassadeur de Libye a dit, ça y est, il faut que les Camerounais restent chez eux. Donc c'est un appel à nos gouvernants pour qu'ils prennent des mesures incitatives pour qui permettront à ces jeunes de rester sur place et de ne plus rêver à un mirage en Libye. La presse avait déjà évoqué le cas hier, et vous également, votre commentaire est allé dans le même sens. Vous dites qu'il fallait trouver déjà des solutions localement pour éviter de voir nos jeunes aller se faire torturer tel qu'on l'a vu à travers les images. Flavien Balé-Lomo, vous pensez que cette situation, c'était tas de choses date d'aujourd'hui, même du vivant de Kadhafi, ça existait. Il y avait des tas de jeunes qui passaient par la Libye, qui étaient torturés, qui mouraient dans les déserts, qui étaient arnaqués, qui étaient jetés dans l'eau, en pleine mer. Non, moi je pense que le tollé aujourd'hui est général, mais maintenant, à qui la faute? À qui la faute? Et que faire? Parce que quand on pose la question que faire, la Libye est un État néant, la Libye n'existe pas comme État. On ne peut pas demander à la Libye de prendre des mesures pour essayer de contrôler ou bien de réprimer ces personnes qui vendent d'autres Africains comme esclaves. C'est impossible. La Libye est tenue aujourd'hui entre les mains de plusieurs factions armées. Donc, il y a déjà un problème d'insécurité et surtout même de non-responsabilité que l'on peut coller sur la Libye. Mais seulement, que faire donc? Comme on le dit, comme beaucoup de gens le disent, il faut que ce soit les gouvernants des pays africains qui doivent créer des mesures permettant aux jeunes de trouver du travail, de vivre décemment, plutôt que d'aller rechercher un mieux vivre ailleurs. Mais au-delà de cela,
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire contre Davidi? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces criminels-là? Rien du tout. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est l'émotion, c'est l'émotivité. Les gens sont en train de hurler au scandale. Mais en réalité, il y a des jeunes, parmi ceux qui sont rentrés ici, à qui l'on donne 60 000 francs, qui disent que dès qu'ils vont, comme on dit, dès qu'ils auront bu un peu de sang, ils vont retourner pour partir parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont beau souffrir, ils ont beau exposer leur vie, les gars se disent que il est préférable de partir, de rechercher. Et c'est vrai, certains l'ont d'ailleurs révélé. Ils l'ont dit. À leur retour, dès leur retour, dit que bon, allez, ils vont repartir, ils vont reprendre la route. Ils vont reprendre la route malgré tout ce qu'ils ont vécu. Tout simplement parce que dans leur propre pays, ils n'arrivent pas à boucler la boucle, ils n'arrivent pas à trouver des perspectives qui leur permettent de croire en leur propre pays. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On parle d'un débat qui doit concerner tout le Cameroun et même la réforme constitutionnelle. Non, les gouvernants font comme si c'était un sujet qui peut être remis à plus tard. Les gouvernements donnent toujours l'impression, ici, de gérer le Cameroun, de gérer l'éternité. Ça veut dire qu'ils ont le temps, ils auront le temps de le faire. Non, il y a des problèmes réels, ponctuels, qui doivent être réglés maintenant, qui doivent être examinés aujourd'hui, qui doivent regarder, par exemple, l'avenir des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qui sortent des écoles, qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas de travail? Non, on trouve un ministre qui préfère dire qu'au lieu de construire des cités universitaires, qui préfère aller emprunter de l'argent pour offrir à chacun un ordinateur, en sachant très bien qu'en créant cette dette et en mettant cette mesure... Où sont les ordinateurs? Où sont les ordinateurs? Déjà, ça fait 2 ans qu'on les attend, ils ne sont toujours pas là. Mais il est opinion. S'il est décidé d'offrir des ordinateurs, il aurait dû commencer par la construction de cités universitaires. Je sais, mais ça paraît amusant de toute façon. Alors, nous laissons le son aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose sur cette question de la crise des migrants. Il y a Cameroun Tribune également qui parle d'Aro, en tout cas, sur ce scandale, sur tout un scandale. On peut lire et découvrir également d'autres informations dans ces différents journaux. On va dire un mot sur Émergence, qui parle du résultat du concours d'entrée à l'ENAM. Toussaint Mendjana ici est présenté. C'est une question. C'est un insubordonné, mais il y a 12 experts, 14 en tout cas, qui essaient un peu de réfléchir sur la question. Oui, nos confrères du journal Émergence nous ont habitués chaque vendredi à tabler sur une question qui concerne l'actualité nationale. Cette fois-ci, ils ont choisi l'actualité sur l'ENAM où 14 experts se sont prononcés là-dessus. Sur la forme interrogative, l'UNIS Toussaint Mendjana, l'insubordonné, point d'interrogation. Bon, alors, chacun y est allé de son avis là-dessus, mais moi je pense que il y a à un moment de cette crise eu effectivement une insubordination parce que malgré les lettres qui ont été adressées par le ministre de la fonction publique au directeur général de l'ENAM, il n'a pas daigné les respecter. Et pourtant, on l'a rappelé même sur ce plateau, les textes sont clairement définis sur la compétence de chacun en ce qui concerne les résultats de l'ENAM. Il y a le décret du 6 mai 2005 qui réglemente l'ENAM, et il y a également le décret du 23 septembre 2013 qui régit le fonctionnement des concours administratifs. Donc, en s'appuyant sur ces 2 décrets, je crois qu'il n'y aurait pas dû avoir ce conflit de compétences parce que, effectivement, chacun sait quoi faire. Mais monsieur Linus Mendjana s'est arroger le droit de concentrer en lui-même l'exécution de ces 2 décrets, devenant ainsi un insubordonné. Bon. Alors, je sais, mais on a quand même lu la semaine dernière dans l'une des parutions de la Nouvelle Expression qui allait plus loin, en menant d'ailleurs une enquête et même avec une analyse pour comprendre que le tout n'était pas au niveau de la forme. La forme ici, c'est l'organisation du concours, mais c'était plutôt sur le fond, le contrôle des résultats. Il y avait ça également. Je suis d'accord avec nos confrères de la Nouvelle Expression parce que parmi les candidats, il y avait des candidats très huppés, de grandes classes, les enfants billards, les enfants des fils de tel, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait ce contrôle sur la primauté de qui va rendre public ces résultats, alors que les textes sont clairs là-dessus. Mais également, il y avait cette liste qui venait de quelque part qu'il fallait greffer à la liste initiale qui était celle du DG de l'ENAM. Donc, effectivement, il y avait ce problème de contrôle des résultats, mais finalement, le droit a prévalu et c'est l'assertion du ministre de la fonction publique qui a été retenue finalement. Oui, bien, je sais bien. Quand vous étiez en train de parler des résultats, oui, on sait effectivement qu'il y avait des enfants de tels qui devaient absolument passer. Et c'est pour ça que j'ai lu dans un journal la semaine dernière que les questions qu'on allait poser à... Oui, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Qu'on allait poser à Brenda Bia, on a lu la première question, quel est le nom du
président de la République, quel est le nom de son épouse, quel est le nom du président de l'Assemblée nationale. Bon, mais quand on pose aux autres candidats... comment s'appelle la grand-mère de Mugabe? C'est pour rire, c'est ça. Donc, c'est pour rire, mais en réalité, vous savez, c'est risible, mais c'est tout simplement inconfortable. Et l'histoire de ce pays, dans quelques années, quand on a commencé à évoquer ce genre de travers, vraiment, les gens vont se demander si nous n'étions pas tout simplement tous des enfants. Merci à vous, chers messieurs, et également merci à tous les téléspectateurs qui sont restés nombreux à regarder ce programme tout au long de la semaine. Alors, donnons rendez-vous la semaine prochaine, juste après le journal de 9h. Nous serons encore là pour commenter les sujets traités par la presse, mais n'oubliez pas les rendez-vous du week-end, avec dimanche avec vous, et bien entendu, droit de réponse. Bon week-end, à lundi.